On y va. 3, 2, 1. On est live. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, on est avec Simon et Nicolas Bérubé. Salut, Nick. Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Pour commencer, je pense que les gens qui nous écoutent te connaissent peut-être, peut-être pas. Personnellement, avant qu'on parle l'épisode, je t'ai dit que j'étais un fan. J'ai lu tes 2 livres, mais en gros, qui tu es? Bien, en fait, merci de l'invitation, premièrement, toujours apprécié. Et puis, ouais, je suis journaliste à la presse et auteur de 2 livres sur la finance, sur l'argent, sur les investissements. Le premier, ça s'appelait Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez, qui a été publié il y a 3 ans. C'est un peu sur comment on devient riche, c'est qui les riches, c'est quoi les habitudes des riches, c'est quoi les mythes entourant la richesse. Puis le plus récent livre, c'est De zéro à millionnaire, investir en bourse sans souffrir. Alors, c'est un peu, ça découle un peu du premier livre, c'est-à-dire j'ai fait des conférences après le premier livre et 100% des questions des gens portaient sur l'investissement à la bourse. Alors, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un appétit de la part des monsieur et madame tout le monde. Ça va de 16 ans à 76 ans. Là, il y a vraiment... il y a vraiment pas de. C'est vraiment un sujet un peu mystérieux. Puis, Ouais. et donc, en voyant ça, je me suis dit, ben, il y a peut-être de la place pour un livre. Là. Il y a beaucoup de livres. Ce n'est pas le premier livre sur la bourse, bien sûr, mais souvent, j'ai l'impression que les livres sont un peu plates à lire et ou pas à jour et ou trop compliqué. Donc, je voulais vraiment rendre ça simple parce que dans le fond, bien investir, c'est simple. Donc, ça, je voulais que le livre traduise ça. Et puis voilà, c'est ça que je fais. Nice. Puis ton background à la base, là, dans le fond, quand est-ce que tu as commencé à plonger dans l'univers de la bourse et de l'investissement? Moi, c'est au début de ma trentaine, en fin vingtaine, à une époque où je me disais, bon, là, je suis un adulte, je n'ai pas d'excuses, il faut que je sache comment investir. Il me semble que ça faisait partie des choses qu'il faut que tu saches dans la vie, mais que c'est pas tes parents nécessairement qui vont te le montrer, c'est pas l'école nécessairement qui va te le montrer. Donc, tu sais, personne m'avait un peu parlé, personne m'avait jamais parlé de la bourse, puis moi, mais je voulais faire la bonne chose, entre guillemets. Je voulais réaliser que oui, je gagne un salaire, mais si je l'investis, ben, j'ai plus d'indépendance. Puis donc, c'était un peu cette idée générale-là. Alors là, je me suis lancé en bourse et je vais vendre le punch. Je me suis planté. J'en parle Comme dans mon... beaucoup. Comme beaucoup, tu sais, Ouais. je pensais être génial. J'ai lu 2, 3 livres. J'habitais aux États-Unis en ce moment-là. J'étais correspondant pour la presse à Los Angeles. Puis autour de moi, ça correspond à peu près au crash de 2008-2009. Il y a eu un gros crash boursier à cette époque-là. Et autour de moi, je voyais des commerces qui faisaient faillite. Je voyais des banques qui étaient presque en faillite. Je voyais toutes sortes de choses. Puis en même temps, je voyais la bourse qui, elle, oui, a beaucoup chuté, mais elle remontait aussi beaucoup. Et puis là, moi, ça ne faisait pas de sens dans ma tête. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai misé sur le fait qu'il allait y avoir un autre crash et OK. que cette remontée-là était temporaire ou artificielle ou enfin tout ce que tu veux. Puis finalement, j'ai acheté des options qui sont des produits financiers que je connaissais rien. J'avais juste lu là-dessus sur Internet. J'avais lu là-dessus dans des livres. Puis je me suis lancé parce que moi, j'étais le génie puis j'avais tout compris. Et puis donc, au bout de 2, 3 mois, là, j'ai perdu 10 000 vraiment vite de cette Wow. façon-là. J'ai Ouais. l'impression que Nicolas, en fait, il est en train de raconter mon parcours. Je suis comme, est-ce qu'il me niaise depuis tantôt, tu sais? Ouais, ben c'est ça. Je pense que beaucoup de gens, c'est ça que je me suis rendu compte aussi en parlant puis en lisant. Beaucoup de gens se lancent dans la bourse un peu. Il y a une image qui l'auteur Andrew Allam a déjà utilisée, c'est on sort de la maison en hiver en courant, puis on attrape une mitaine, on attrape un foulard, on attrape une botte, puis là, on arrive dehors, il fait -20, puis là, on a 3, 4 trucs, puis on espère être capable de passer la journée à -20. Donc, la bourse, c'est souvent ça. On attrape quelque chose, quelqu'un nous donne un tuyau, quelqu'un nous dit « Ah, moi, j'ai essayé ça, tu devrais faire ça », ou on lit un article. Puis on part, c'est ça, avec un foulard, et puis on se rend compte que finalement, ce n'était pas suffisant. Donc,
Donc, après avoir perdu mon argent et mon temps et mon amour-propre à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à lire là-dessus. Puis ça, j'ai de la misère à comprendre pourquoi. Parce que moi, je n'ai pas étudié là-dedans. Même en tant que journaliste, je n'écris pas vraiment en finance, j'écris en Mais c'est nouvelles ça. générales. C'est ça que je me demandais, tu sais, tu as ta correspondance à Los Angeles, parce que je me rappelle dans ton livre, tu parlais un peu justement de cette situation-là, de cette intro-là. Au day-to-day, dans le fond, tu n'es pas quelqu'un qui fait des revues comme du marché financier ou des trucs de même à la presse. C'est bien ça, right? C'est ça, exactement. Moi, je suis dans les nouvelles générales, les nouvelles de société, toutes sortes de choses. Puis, j'ai de la misère à expliquer. Mes parents n'étaient pas du tout en finance. Il n'y a personne autour de moi qui est en finance. Je ne sais pas d'où ça vient, cette espèce d'intérêt pour la finance. Peut-être j'ai toujours réalisé que c'était comme, entre guillemets, la bonne chose à faire, la chose intelligente à faire, investir à long terme, puis pas juste être un salarié qui attend sa paye à toutes les 2 semaines pour vivre jusqu'à 65 ans, puis après ça, qui joue au golf. Tu sais, d'après moi, dans mon idée, c'était vraiment de dire, ben, si j'investis, je vais bâtir mon autonomie d'une certaine façon. Donc, c'était un concept un peu flou, mais bref, c'est ça un peu qui m'a amené à vraiment apprendre c'est quoi les bonnes pratiques en investissement. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, ça s'apprend. C'est pas la bourse, ça fait pas 8 ans que ça existe, là. Je veux dire, ça fait 400 ans. Donc, tu sais, il y a des bonnes pratiques, il y a des experts qui se sont penchés là-dessus. Il y a beaucoup de charlatans un peu dans ce domaine-là, parce que, bon, c'est sûr que c'est de l'argent. Donc, qui dit argent dit solution douteuse des fois et à pas de gain et tout ça. Mais donc, tu sais, j'ai réussi à travers ça à vraiment à lire, à me faire une tête, à m'intéresser aux bonnes pratiques, puis à suivre des gens sur les réseaux sociaux, à lire beaucoup, puis à rencontrer aussi des investisseurs. Quand j'étais à Los Angeles, j'ai pu faire quelques reportages sur des gestionnaires de portefeuille. Nice. Et donc, c'est ça. Donc, c'est un peu venu de cette... Puis après ça, ben, j'ai découvert Monsieur Money Moustache et Fire et toute cette communauté-là. Ouais, cool. J'ai écrit un petit peu là. J'ai interviewé M. Money Moustache pour mon premier livre, justement, puis pour la presse. Il est comment? Est-ce qu'il est cool? Ben oui. C'est un gars super sympathique, très, très généreux de son temps, même si tout le monde lui pose les mêmes questions en entrevue, puis je pense qu'il commence à un peu être tanné, mais ça a vraiment bien marché. Je m'en suis fait parler de cet article-là aussi. Mais bref... Et donc, quand j'ai recommencé à investir, peut-être 2 ans après que je me suis planté, ben, finalement, j'avais les bons outils, j'avais la bonne vision. Ben, c'est ça. Donc, ça fait une dizaine d'années de tout ça. Puis, ben, c'est ça. Comme j'expliquais au début, l'idée du livre, c'était je réalisais que toutes les connaissances que j'avais acquises sur l'investissement, les gens autour de moi ne les avaient pas, ces connaissances-là. Donc là, j'ai vu un décalage entre ce que monsieur, madame, tout le monde pense que c'est l'investissement et ce que c'est quand tu le fais correctement. Donc, ce décalage-là, je le sentais vraiment fort au Québec aussi. Encore maintenant, tu sais, quand on parle de la bourse, on dit « jouer à la bourse ». Hein, il y a des gens qui ne peuvent pas enlever le mot « jouer » du mot « bourse ». Tu sais, puis bon... Est-ce que c'est vrai que investir en bourse, c'est jouer à la bourse? Bien, pas dans mon cas, mais ça peut l'être. Je veux dire, si tu cours après la petite action qui va faire x4 ou x10 ou x20, la petite crypto, pas les crypto-monnaies, mais la petite, disons, penny stock qui investit dans une petite start-up de champignons magiques, je ne sais pas où, en Ontario. Puis bon, là, il y a toujours cette espèce d'aspect-là de gambling. Mais moi, ça ne m'a jamais attiré cet aspect-là. J'ai jamais vu ça comme une façon de s'enrichir. Puis ce qui est intéressant, c'est que la science nous montre que la recherche nous montre qu'effectivement, c'est très, 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 très peu courant de faire de l'argent de cette façon-là. C'est beaucoup plus courant d'en perdre quand on joue à la bourse. Donc, finalement, jouer à la bourse, c'est un peu comme jouer au casino. Tu finis toujours par plus de temps tu y passes, plus tu vas perdre d'argent, malheureusement. Mais quand tu adoptes les bonnes pratiques puis les bons comportements, mais là, tout d'un coup, c'est un autre monde. Là. C'est comme... C'est la même bourse, mais... On va y arriver dans les bonnes pratiques. Je pense que, clairement, tu as un background puis tu as fait assez de recherche, je pense, pour quand même
parler genre, des bonnes stratégies pour les gens qui nous écoutent à la maison, de genre, parfait, je veux passer de 0 à 1, je vais apprendre comment le faire. Clairement, je pense que tu as un bon bagage pour ça, mais avant de plonger là-dedans, je voulais savoir, tu sais, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, dans ta vie, tu t'es juste pas dit, je vais faire affaire avec un conseiller financier, tu sais? J'avais un conseiller financier à cette époque-là pour un REER que j'avais commencé au début de ma vingtaine, un petit REER que j'alimentais puis que je payais des frais de gestion là-dessus. Je n'étais pas au courant de vraiment comment ça marchait, mais pourquoi j'ai commencé? Je ne sais pas, j'ai toujours été un peu do it yourself. J'ai toujours un peu, je ne sais pas, je lisais des gens comme la biographie des gens comme Warren Buffett qui gérait son propre argent en bourse depuis l'âge de 12 ans. Tu sais, puis Ouais. je me suis dit, ben OK, moi, je sais pas, là, j'ai 30 ans. Là, s'il est capable de faire ça à 12 ans, je devrais être capable de faire ça à 30 ans. Puis je suis tombé, justement, j'ai lu des super bons ouvrages de référence. On pourra en parler, mais ma Bible, c'est devenu A Random Walk Down Wall Street, qui est un livre écrit par Burton Malkiel, qui est un livre qui en est à sa 12e édition actuellement. Donc, il a commencé en début des années 70. Et lui, ça a été le premier à mettre en mots vraiment la philosophie d'investissement qui est l'investissement passif, donc dont on pourra parler. Mais donc, moi, je suis tombé dans les ouvrages comme ça. Je suis tombé dans un autre ouvrage que je recommande si les gens lisent l'anglais. C'est Millionaire Teacher de Andrew Allam, qui est un Canadien de la Colombie-Britannique et qui est devenu millionnaire durant sa trentaine avec un salaire d'enseignant du secondaire. Et super intéressant son livre. Il explique comment il est parvenu. Puis bref, bon, en lisant des livres comme ça, je me suis fait une tête. Puis, tu sais, c'est des livres qui sont très critiques, là, finalement, Ouais. vis-à-vis de l'industrie financière et tout. Puis j'ai vu assez vite c'est quoi la game. Tu sais, la game, l'industrie financière, c'est pas de battre les indices, tu sais, c'est pas d'avoir des rendements exceptionnels. La game, c'est de gérer le plus grand nombre de portefeuilles possible pour percevoir des frais de gestion. Donc, aussitôt que tu comprends ça, tu réalises que ton beau-frère ou ton voisin qui est gestionnaire ou qui est conseiller financier, puis il roule en Porsche, il ne roule pas en Porsche parce que c'est un petit savant, c'est un petit génie qui connaît des choses que les autres ne connaissent pas. Il roule en Porsche parce qu'il perçoit des frais de gestion à chaque année sur les montants qui est sous gestion. Donc là, c'est complètement un autre angle là, pour voir. Là, j'ai compris, OK, c'est comme ça que ça marche, là, OK. Alors là, une fois que tu as vu ça, tu ne peux plus le voir, tu sais. Tu ne peux plus revenir en arrière, tu sais. Puis tu te rends compte, ces gens-là ils apportent très peu de valeur ajoutée, dans le fond. Ce n'est pas du tout des gens qui vont... Oui, je ne suis pas en train de dire que c'est des voleurs là, non plus, mais ils sont capables de nous conseiller puis de nous dire d'en mettre plus de côté, puis ils ont des bons conseils, mais grosso modo, ce n'est pas eux qui vont faire que j'ai des bons rendements. Donc, finalement, une fois que j'ai compris ça, là, j'ai compris que j'étais sur la bonne voie en le faisant moi-même. Ouais. Puis c'est quand même bien résumé. Excuse-moi. Moi et Simon, on commence à faire beaucoup de conférences dans les écoles. Puis c'est fou, tu sais, quand tu commences à expliquer ça, ça devient. Tu sais, quand tu utilises des mots qui sont simples, comme tu le fais dans tes livres, tu sais, c'est pas si compliqué que ça. Tu sais. Fait que j'aimerais ça parler justement avec toi de la façon la plus facile là, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent commencer à investir de façon passive. Par où toi, tu as commencé? Je vais juste couper Oui. parce que j'ai fait une question. Ben, j'ai pas une question, mais je rebondis sur ce que tu dis. Mais tu parlais un petit peu des frais, les frais de gestion. Puis avec Uber, on en parle beaucoup. Puis tu as dit un truc qui est super intéressant, c'est que tu n'es pas en train de les descendre puis de dire qu'ils ne servent à rien puis que c'est des voleurs. Et ce que tu as dit, c'est quand même très franc. Honnêtement, on n'a jamais eu quelqu'un sur le podcast qui a été aussi franc que ça, qui a été aussi cash. Puis je suis surpris. Moi, je suis genre, ah, tu sais. Ouais. Là, moi, dans ma tête, j'étais comme, OK, Alex, il va falloir que tu coupes des bouts. Alex, notre stagiaire qui s'occupe de faire des clips pour les Facebook. Puis c'est comme, tu sais, ce que tu dis, c'est fort. Puis en même temps, ce qu'on essaye d'expliquer aux gens, nous, quand on dit, oh, vous êtes contre les banques, vous êtes contre les conseillers, c'est pas ça qu'on vous dit. C'est juste qu'il y a un prix, il y a un frein derrière de ça. Est-ce que tu le connais maintenant? Oui, tu le connais. Est-ce que tu veux continuer? Libre à toi, mais c'est de le savoir, c'est d'avoir l'information, la vraie information qui te dit faire affaire avec un conseiller, ça coûte tant. Voilà, c'est quoi la valeur ajoutée, entre guillemets. Maintenant, tu as les informations, tu prends tes décisions. C'est vraiment comme ça que je le vois.
Ouais. Tout à fait, tout à fait. Puis les gens ont souvent l'impression que c'est gratuit, hein, parce qu'on rencontre ces gens-là, on passe du temps avec eux, ils nous servent un excellent café, et puis ils nous posent des questions sur notre vie, puis on s'en va, puis on n'a pas payé. Donc on se dit, waouh, ouais, pourquoi je me priverais de ça? Sauf que, on pourra en parler plus tard, mais les frais de gestion au Canada, ça tourne autour de 2% de la valeur de nos actifs. C'est sûr, quand on commence, 2% de 1 000 $, ce n'est pas grand-chose. Mais sur le long terme, 2%, quand nos actifs augmentent, ça peut devenir beaucoup. Puis j'ai calculé que sur la vie d'un investisseur, 2%, ça équivaut à la moitié des rendements espérés à long terme. La moitié? La Attends, moitié, vas-y, refais. 2% de frais sur nos placements sur 25-30 ans, ce qui n'est même pas si long que ça dans une vie, mais bref, sur 25-30 ans, ça correspond à la moitié des rendements espérés qui s'en vont à cause de l'érosion. Là, je ne dis pas que le conseiller financier ou l'institution prend la moitié de nos rendements, parce que ce n'est pas ça, il ne prend pas la moitié en fait, parce que quand on paye l'institution ou la personne, l'argent qu'on lui donne, elle ne peut plus travailler pour nous et doubler et tripler et quadrupler dans l'avenir. Donc, il y a une perte à ce niveau-là. Donc, on ne se trouve pas à lui donner littéralement la moitié, sauf que l'érosion que ça produit, ça représente une personne qui aurait eu un rendement de 600 000 $ sur sa vie d'investisseur, va en avoir juste 300 000 dans les poches. Et donc, ça, quand tu vois les choses sous cet angle-là, tu fais « Attends un peu, c'est comme un peu courir un marathon avec un sac à dos rempli de ciment. Là. Tu ne vas pas vraiment avoir les meilleurs rendements quand tu fais ça. » Là, l'industrie, eux, ce qu'ils répondent à ça, ils disent « Oui, 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 oui. » Mais c'est peut-être vrai, sauf que quand les investisseurs partent de leur côté puis font les choses par eux-mêmes, ils ont des rendements encore pires que de perdre 2% par année. Alors, donc, c'est un conseil, c'est une position. Est-ce que c'est vrai, genre? Parce que j'imagine que tu as fait des recherches. C'est vrai qu'il y a c'est vrai que les investisseurs autonomes, at large, là, monsieur, madame, tout le monde, ont des mauvais comportements, puis font des mauvaises choses. On pourra en parler, c'est quoi ces mauvais comportements, mais on peut apprendre à ne pas les faire, premièrement, ces mauvais comportements-là. On peut apprendre à mettre en place les bonnes pratiques, puis il y a plein d'outils qui sont à notre portée, qui n'étaient pas là il y a 5 ans, il y a 10 ans. Dont ce podcast. Dans ce podcast, exactement. Donc, c'est pas faux de dire que les investisseurs qui essaient de se bricoler un petit portefeuille, ils n'auront probablement pas beaucoup de rendement, mais je trouve que c'est un petit peu malhonnête de dire ça. C'est comme je te disais, je prends 100 personnes sur le coin de la rue, puis je leur donne un bâton de golf, puis je les fais jouer au golf. Les résultats seront pas géniaux à la moyenne. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre à devenir un meilleur golfeur. Puis mon exemple est pas très bon parce que jouer au golf, c'est quand même assez difficile, alors qu'investir, moins on en fait, mieux on est. Donc, c'est vraiment un peu l'inverse du golf. Alors, pour répondre à ta question de tantôt sur comment une personne peut commencer justement à investir, surtout si la personne est jeune, moi, mon premier réflexe, ce serait d'ouvrir un compte chez un courtier, un robo-advisor, comme on dit en anglais, un courtier à escompte, mais automatisé. Dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'avec une application sur notre téléphone, celle qui me vient en tête, j'ai aucun lien avec cette entreprise-là, mais c'est Wealthsimple. Right. Donc, avec Wealthsimple, ils ont plusieurs applications. Celle dont je parle, c'est Wealthsimple Invest. Alors, si on télécharge Wealthsimple Invest sur notre téléphone, en 5 minutes, on peut être un investisseur. Et dans un portefeuille qui est extrêmement performant et qui met en place les bonnes pratiques en matière d'investissement. Vraiment, là, tu peux faire ça à 3 heures du matin si tu ne t'endors pas. Est-ce que tu utilises Wealthsimple, toi? Nous, mettons, personnellement, j'utilise Questrade. Je ne sais pas. Moi, personnellement, j'utilise un compte de courtage à escompte qui est fourni par ma banque. Là, je pourrais faire un peu la différenciation. Okay, ouais. Un DISNAT ou un BNCD ou un affaire. C'est ça. Moi, c'est RBC, placement direct. Donc, mais pour juste finir
pour expliquer un peu Wealthsimple, c'est que j'en ai un compte sur Wealthsimple, c'est de l'argent pour mon garçon. En fait, il y a une partie de son argent que je lui donne chaque semaine qui s'en va en investissement. Donc, juste pour qu'il voit un peu, il y a 8 ans, là, il n'est pas du tout investisseur, mais il est capable de voir un peu que l'argent, ça ne sert pas juste à acheter des bébelles aux dépanneurs. L'argent, c'est un outil qui peut nous permettre de nous enrichir. Et là, je veux juste mettre cette idée-là dans sa tête, parce que moi, on ne l'a jamais mis. Moi, quand j'avais 8 ans, de l'argent, c'est des points. Puis quand tu vas au magasin, tu donnes des points, puis tu as des objets, puis la vie continue. Mais il y a une autre dimension à l'argent, c'est que l'argent peut faire de l'argent. L'argent peut travailler pour toi. Ah, OK, l'argent peut travailler pour moi. Donc, moi, ça m'a toujours parlé. Bref, avec Wealthsimple, eux, ce qu'ils font, dans le fond, c'est qu'ils font un lien avec ton compte en banque et tu peux faire des transferts. Tout simplement, c'est comme payer une carte de crédit, c'est comme payer n'importe quoi avec ton compte, mais tu peux même organiser des transferts périodiques, des transferts automatiques, par exemple le jour de paye, des choses comme ça. Et la beauté de la chose, c'est qu'aussitôt que ton argent, je ne sais pas, ton 50 $ ou ton 100 $ arrive dans ton compte Wealthsimple, il est automatiquement placé dans un portefeuille de placements boursiers qu'on appelle des FNB. On pourrait en parler. Des FNB, c'est des fonds négociés en bourse. Puis des fonds négociés en bourse, c'est très simple, en fait. Ça représente un marché boursier au complet. Donc, si chaque action est comme un peu un plat, mais un FNB, c'est comme un buffet. Donc, tu as tous les plats réunis dans un seul produit. Au Canada, c'est la Bourse de Toronto. Donc, tu as les 250 plus grandes compagnies de la bourse qui sont cotées à la Bourse de Toronto. Aux États-Unis, l'indice phare, c'est le S&P 500, donc les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis. Donc, quand tu achètes des FNB, les plus gros FNB, tu achètes le marché au complet. Dans le fond, tu t'assures d'avoir les meilleures compagnies dans tes placements. Là, les gens vont dire, oui, mais je vais avoir aussi les pires compagnies si je fais ça. Je vais dire, je vais avoir des compagnies qui ne vont pas vraiment être promis à un super bel avenir. C'est vrai, sauf que les meilleures compagnies compensent pour les pires. Donc, tu dois, historiquement, là, je ne veux pas bombarder les gens de statistiques, mais il y en a une que je trouve vraiment intéressante. C'est que historiquement, savez-vous, c'est quoi le nombre de compagnies à la bourse de New York qui sont responsables de la hausse des marchés depuis quelque chose comme 60 ou 70 ans? C'est quoi le pourcentage de toutes les compagnies qui sont cotées en bourse qui ont connu de la hausse? Est-ce que c'est la moitié? Est-ce que c'est plus, moins? Peux-tu répéter la question? La question, c'est combien de compagnies sont responsables de la montée de la bourse? Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que il y a beaucoup de compagnies en bourse qui ont des rendements pas très excitants. Ça monte, ça descend. Puis sur le long terme, ça n'a pas fait grand-chose. Mais à l'extrême, tu as d'autres compagnies qui sont les Google et les Facebook et les Apple de ce monde qui, eux, ont connu une immense croissance. Alors, je vais vous dire un peu la réponse, c'est que c'est 4% des compagnies cotées à la bourse qui sont responsables de 100% des hausses de la bourse depuis des générations. Donc, si vous avez un portefeuille et vous n'avez pas ces 4%-là dans votre portefeuille, mais vous n'avez rien fait comme rendement. Alors, dans le fond, c'est notre tâche comme investisseur devrait être de s'assurer d'avoir ces 4% de compagnies-là dans notre portefeuille. Mais si on choisit les actions à la pièce, je prends un tel, je prends Métro Richelieu, je prends Bombardier, je prends Apple, je me fais un petit portefeuille comme ça, il y a des bonnes chances qu'on passe à côté des futurs 4% des compagnies qui vont nous permettre de nous enrichir. Donc, en achetant le marché au complet, on s'assure d'avoir ces compagnies-là. Tu sais, une personne qui aurait acheté un FNB il y a, disons, 20 ans, des 500 plus grandes compagnies américaines, aurait eu Apple dans ses placements. Mais Apple, il y a 20 ans, ce n'était pas une grosse compagnie. C'était même une compagnie qui n'allait pas super bien, qui vendait. Ils sont mis à aller mieux quand ils sont mis. Moi, je suis assez vieux pour me souvenir des iPods, là, avant les iPhones, mais les espèces d'iPods blancs qui faisaient. Oui, c'est ça. Donc, c'est le best. Donc, à ce moment-là, ce n'était pas une grosse compagnie, Apple, mais aujourd'hui, c'est la plus grosse compagnie du monde. Mais très peu de gens avaient vu
avait vu venir ça, puis je veux dire, à peu près personne n'avait vu la grosseur. Même les gens d'Apple n'avaient pas prédit ça. T'sais, même chose avec Google. Il y a 20 ans, Google, il y avait peut-être quoi, 30 employés, des choses comme ça. Donc, personne n'avait vu venir la croissance de ces compagnies-là. Mais si tu possédais l'indice, ben, tu possédais le FNB, tu les avais, ces compagnies-là, dans ton jeu. Donc, c'est ça qui est un peu la clé. Ouais. Et pour donner une idée aux gens, c'est quoi les rendements? Parce que ça, c'est une grande question que les gens ont. C'est quoi les rendements de la bourse? Oui, parce que tu as dit tantôt, tu sais, les gens, mettons, les conseillers financiers ou les institutions financières ne battent pas les indices. Là, mais quand tu dis ne pas battre les indices, est-ce que tu pourrais juste comme préciser ce que ça veut dire? Oui. Alors, les indices, c'est l'ensemble des compagnies réunies. Donc, à la Bourse de Toronto, c'est les 250 plus grandes compagnies de la Bourse de Toronto. Ça fait l'indice, ça s'appelle du S&P TSX, un peu, pas besoin de savoir ça, mais bref, c'est le rendement de la bourse. Et le rendement de la bourse tourne autour de entre 9 et 11 % par année. Alors ça, très peu de gens savent ça. Il y a très peu d'années qui sont 9 ou 11 %. C'est vraiment une minorité d'années. C'est tout le temps plus 30, moins 20, plus 15, plus 50 %. Donc, la bourse est très volatile, mais sur le long terme, quand on fait la moyenne dans le rétroviseur, ce que ça nous a donné, entre 9 et 11 % par année en moyenne. Et donc, c'est quand même des rendements qui sont très bons, mais ces rendements-là ont un prix. Il n'y a personne qui va nous donner un cadeau juste parce qu'on est fin. Et pour le prix à payer pour obtenir ces rendements-là, c'est la volatilité boursière. Donc, quand la COVID... Le jeu, entre guillemets. Right? Exact. Donc, il faut être prêt à voir nos actifs diminuer dans une tempête boursière. Au début de la COVID, il y en a eu une grosse. Il y en a eu une grosse au début de cette année là, avec la Russie et l'Ukraine. Il y avait eu... Donc, ça, c'est juste récemment, il y en a eu des tonnes, mais juste pour dire, c'est le prix à payer pour avoir des actifs qui prennent de la valeur, c'est de les voir perdre de la valeur de temps en temps. Il y a un truc que j'ai rendu de la misère, puis j'ai l'impression que ça vient en partie de notre éducation au Québec, tu sais, c'est on n'est pas habitué à cet univers-là de genre, tu sais, c'est des probabilités. Là. Puis on dirait que les gens bad trip quand tu entends le mot genre, ça se peut que ça monte, ça se peut que ça descende. Les gens, comme ils ont peur de ça. Ils n'aiment vraiment pas ça, right? Non, puis moi, je vais te donner un exemple très concret. Quand j'ai pris mon premier REER, j'avais 19 ou 20 ans. C'est un ami qui me l'a vendu, qui commençait dans ce domaine-là. Puis je lui ai dit, quand il a dit, OK, on va l'investir dans quel fonds tu veux? Puis moi, je lui ai dit, le fonds le plus safe possible. Je ne veux pas perdre de l'argent. Je ne veux pas ouvrir mon état de compte puis voir que ça a baissé. Dans ma tête, ça ne faisait aucun sens. Tant qu'à ça, je vais dépenser mon argent. Je ne vais pas... Et il m'a donné un fonds qui avait à peu près aucun rendement. Et c'était une très, très grave erreur que j'ai faite de ma part. Puis lui, il n'avait pas les connaissances pour me corriger. Mais ce qu'il aurait dû me dire, dans le fond, c'est écoute, tu as 20 ans. OK? Tu as à peu près 75 ans devant toi de vie qui te reste là. OK? Donc, la hausse et la baisse des marchés, ça ne devrait même pas t'inquiéter. Tu sais, la hausse et la baisse des marchés, c'est inquiétant quand on est sur le point de dépenser nos placements. Mais quand on a des décennies devant soi, on est capable de faire face à ce que le marché va nous lancer. On est capable de faire face à 1 an, 2 ans, 3 ans de mauvais rendement. C'est très difficile, mais il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire. Je vous le dis, il y a des gens ils ne peuvent pas voir la valeur de placement baisser sans capoter. Et bon, c'est pour ça, pour revenir à Wealthsimple très vite, eux, quand on ouvre notre compte avec eux, ils nous posent des questions. Êtes-vous à l'aise avec la fluctuation du marché, tout ça? Puis ils nous bâtissent un portefeuille qui va être en conséquence, c'est-à-dire il va avoir une partie de notre argent en actions puis une partie en obligations. Rapidement, les obligations, c'est de la dette. En fait, si on prête notre argent au gouvernement, il nous remet de l'argent avec un petit peu d'intérêt. Mais comme c'est très safe comme placement, il y a très, très peu d'intérêts qui sont associés à ça. Donc, en ayant des actions, des obligations, c'est un peu comme le yin et le yang qui se complètent. C'est-à-dire, vous avez une partie croissance puis une partie stabilité. Puis plus la partie stabilité est importante, moins votre portefeuille va bouger là, vers le haut et vers le bas. Alors,
quand on est jeune, on devrait vouloir avoir une grosse partie action, justement, pour justement capturer la croissance des prochaines années et des prochaines décennies. Donc, on devrait être vraiment plus de ce bord-là, puis être à l'aise avec la fluctuation. Moi, personne ne m'avait expliqué ça, mais quand je l'ai compris, wow, c'était tout à fait clair. Donc, historiquement, les marchés nord-américains sont en hausse 7 années sur 10. Donc, c'est vraiment en la faveur de l'investisseur. Si n'importe quel jeu de hasard où tu vas gagner 7 fois sur 10, ben, joue autant que tu peux parce que quand tu vas au casino, c'est pas ça. Là, c'est 50% plus 1 à peu près pour la maison, pour le casino. Donc, et donc, une fois que tu as compris ça, OK. Puis aussi, une fois que tu as compris que la volatilité boursière, c'est quoi? Ben, historiquement, il y a eu des chutes de 10% presque à toutes les années et demie en bourse. OK? Donc, à peu près tous les 18 mois, à peu près, on avait une chute de 10%. Quand on regarde les chutes de 20%, je pense que c'est quelque chose comme à tous les 4 ou 5 ans. Puis ensuite, ça continue. Les chutes de 50%, il y en a eu peut-être 3 ou 4 depuis les années 50. Et à chaque fois, ça a pris à peu près entre 1 et 3 ans pour revenir au sommet précédent, puis à faire de nouveaux sommets. Et donc, c'est ça un peu la bébite de la bourse. C'est ça la nature. Puis je pense qu'on ne le comprend pas. Puis la raison pour laquelle on ne le comprend pas, c'est que quand on regarde les médias, ils nous parlent juste de la bourse quand ça va mal. Donc, si la bourse va bien, bon, il va y avoir une petite mention. Ah oui, by the way, la bourse va bien. Voilà. Mais quand la bourse va mal, oh boy, là, on ouvre le bulletin de nouvelles avec ça. On a le graphique, on a les invités, on a les trois suggestions de placement pour éviter la tempête, blablabla. Bla, bla, bla. Il y a toute une espèce de branle-bas de combat. Ouais. Et souvent, la bourse, elle remonte 10 jours plus tard, elle a repris le terrain qu'elle avait perdu durant cette journée très impressionnante-là. Mais il n'y aura pas d'émission spéciale pour nous parler de ça. Donc, Non, ouais, on est toujours bombardé de nouvelles quand ça va mal. Puis moi, tu sais, je suis journaliste, je le conçois, puis je m'excuse. Désolé, on est humain. Puis ce qui est excitant, ce qui est dramatique, c'est sûr que ça capte l'attention. Mais en investissement, ça nous sert très mal. Donc, donc n'écoutez pas ce que les journalistes vous disent sur la bourse, à part moi. Mais comme je dis dans mon livre, si suivre l'actualité boursière était payant, les journalistes seraient multimillionnaires. Puis, j'en connais pas beaucoup personnellement de journalistes. Je vais vous dire, à la presse, les rares fois où j'ai entendu mes collègues parler de placement puis d'actions, c'était pour dire à quel point ils avaient connu des mauvais placements. Avec l'action de Bombardier, en passant, revient souvent parce que c'est une action qui a fait beaucoup de hauts et de bas, surtout de bas. Mais bref. Donc, le penny stock, là, Bombardier. Oui, c'est ça, exact, le penny stock. Et donc, c'est ça. Donc, comprendre ça. Puis moi, c'est la partie que je trouve fascinante parce que la partie toute du comportement humain. C'est humain de vouloir vendre quand ça baisse. C'est humain de dire je vais attendre une baisse avant d'investir parce que là, ça a trop monté. Donc il y a toutes sortes de comportements qui ont l'air logiques, mais qui ne le sont pas finalement. Puis il y a un truc aussi, quand tu parlais du casino, puis c'est vrai qu'il y a la notion de genre, bon, tu écoutes le conseil du voisin. On a eu Jean-Sébastien Pilote sur le podcast, plusieurs épisodes. On a eu aussi Ako, un des bons amis de Simon, qui est un acteur à Hollywood. Puis souvent, quand on entend parler d'un conseil ou d'un tuyau, puis là, ça ne fonctionne pas, souvent aussi. Ceux-là qui continuent des fois à se dire la prochaine, ça va être la bonne, la prochaine, ça va être la bonne. Mais ce que j'aime avec la stratégie du FNB, puis Sim, je pense qu'on a parlé de long en large aussi par le passé, mais c'est essentiellement de devenir le casino, genre, au lieu de jouer au casino. Surtout dans un FNB, ce que ça fait, c'est, comme tu l'as bien expliqué, je pense, Nick, c'est il y a un robot qui va trader pour toi. Là, tu vas garder le top 500, donc le peloton de tête, puis s'il y en a une qui fait faillite, puis il y en a une qui monte là-dedans, bien, ça va s'ajuster. Fait que, c'est comme tu t'achètes le casino complet, puis tu mets les odds en ta faveur. Là. 7 sur 10, c'est positif à chaque année. Right? C'est quand même un bon casino, là, genre pour toi. Tu es le boss. Oui. Oui, puis ça, c'est comme personne ne m'avait expliqué ça. Personne. Puis, mais c'est encore très peu connu, hein, by the way. C'est très peu connu. Mais même à ça, on a une formation en ligne avec Hubert.
Puis, moi, j'ai des amis qui l'ont suivi, donc on leur apprend comment investir, on leur apprend les risques. Donc, un peu comme tu fais, c'est quoi les erreurs les plus communes que j'ai fait, que tu as fait, que Hubert a fait. Puis, l'une des choses, c'est quand ça descend, ferme tes yeux, puis vends pas. Puis, un de mes très bons amis, en janvier, février, quand ça a baissé, comme ah, mais je peux pas. Puis, il y a mon âge, il y a 34 ans. Puis, je peux pas accepter que ça chute, là, je vais tout vendre. J'étais comme non, mais attends. Puis, son portefeuille, c'était des FNB, donc avec des grosses pondérations sur Microsoft, Apple, etc. Puis c'est comme, ah non, non, c'est en train de baisser. Puis j'étais comme, arrête de faire ça. Dans 10 jours, dans un mois, je ne le sais pas, je ne suis pas demain, mais c'est fini bientôt. À 34 ans, au pire, ça baisse pendant 5 ans. Ça baisse pendant 5 ans. Là. À 34 ans, on s'en fout complètement. Et même quand tu le sais, parce que peut-être qu'on nous l'aurait dit à 20 ans ou plus jeune, même quand tu le sais, bah, tu vas quand même avoir ce réflexe-là. Puis Hubert le dit très bien, j'adore quand il dit ça, c'est que ton pire ennemi quand tu investis, c'est toi-même. Parce que c'est ça, tu as l'émotion. Puis comme tu dis, on ne veut pas perdre notre argent, on travaille dur. Je vais le dépenser si je suis pour le perdre. Tu sais. C'est ça. Il y a un truc aussi, Sim, excuse Nick. Il y a un truc, je pense qu'on a bien fait la dernière chute, là, quand il y a eu le conflit russo-ukrainien. Moi et Sim, on s'était un peu craqué. On était genre, on le sait, s'il y a une grosse drop live, mais là, c'est sweet spot pour investir. Genre. Puis là, on était genre, on se craquait, OK, man, let's go, on rachète nos FNB traditionnels, VFV, genre le S&P 500, là, right? Classique. Puis ça va super bien depuis, là, right? On a déjà, comme, évidemment, ça peut retomber encore, mais on a d'acheter à ce creux-là alors qu'il y a un conflit, c'est juste magique, mais on dirait qu'il faut avoir un dialogue. Genre, c'est pour ça que je suis content d'avoir sur le podcast aujourd'hui, puis pourquoi on fait ces épisodes-là. C'est que je pense que tu le fais bien à travers ton livre, mais tous les médias, mais bon, pour juste avoir une bonne conversation. Tellement, on en parle tellement peu, mais tout le monde travaille pour gagner de l'argent. Genre. Je comprends pas, genre, ça me fuck. Tout le monde veut s'enrichir, mais les façons de s'enrichir, on dirait qu'on les maîtrise mal, puis qu'on pense qu'il faut, c'est ça, sélectionner une petite compagnie de lithium ou une petite compagnie il y a quelques années, c'était le cannabis, là, il y a 4-5 ans, quand ça légalisait, là, ah ouais, là, le cannabis, c'est hot, mais ça a baissé de 90% depuis. Et donc en ayant le marché au complet, puis pour juste ajouter une anecdote dont je parle dans le livre, c'est une étude qui a été faite par la firme Fidélité aux États-Unis, qui est une des plus gros gestionnaires au monde, de placement au monde. Puis eux, ils ont fait une analyse parmi tous les portefeuilles, les millions de clients qu'ils ont, une analyse à l'interne, là, ils ont analysé les portefeuilles pour voir qui avait les meilleurs rendements, c'est quoi le comportement des gens, qu'est-ce qui faisait que quelqu'un était dans le top 5 ou le top 10% pour les rendements. Ils se sont rendus compte que les comptes qui avaient le meilleur rendement, ça appartenait à des gens qui avaient oublié qu'il y avait un compte chez Fidélité. Qu'ils étaient morts ou qu'ils avaient oublié leur compte. J'ai lu la même chose. C'est ça. Tu sais, un REER, tu le places, tu l'oublies, tu ne touches pas, blablabla. C'est toi le meilleur là, d'avoir fait ça. Donc, ça revient à ce que tu disais, c'est que quand on a le nez collé sur l'actualité, il y a des alertes sur notre téléphone, des choses comme ça. C'est très, très difficile en guillemets, oublier qu'on a des placements. Tu peux voir à chaque jour. Moi, je ne vais jamais voir mes placements quand il y a des journées où ça chute. Je ne fais jamais ça. Même, j'ai développé. Puis aussi, une autre information que moi, je trouve intéressante, c'est que le prédicteur, ce qui va prédire comment tu vas agir dans une tempête boursière, c'est comment tu as agi dans une tempête précédente. Alors, si au début de la COVID, tu as capoté, tu as vendu tous tes placements parce que ça baissait trop vite et tout ça, il y a des bonnes chances que tu le refasses dans la prochaine crise. À l'inverse, si tu n'as pas vraiment regardé ça ou si tu as été assez relax par rapport à ça, probablement que tu vas faire la même chose dans le futur. Donc, je pense qu'on peut aussi apprendre. Moi, je trouve qu'avoir les informations sur justement c'est quoi la hausse à long terme qui est espérée de la bourse, c'est combien de temps les creux durent, pas très longtemps. Alors, quand on connaît ces choses-là, on est un peu vacciné contre justement une réaction là, émotive à une baisse. Je me demandais, il faut le faire. Est-ce que tu sais si par rapport à l'immobilier, là, on avait dit 9 à 11 pour les marchés boursiers. Je sais que je n'avais parlé avec Jean-Sébastien Pilote quand il était venu sur l'émission, mais je ne m'en rappelle pas. Par rapport à l'immobilier, est-ce que l'immobilier, c'est plus rentable? Genre? Parce que nous, mettons, moi, Simon, quand on parle de bourse,
je sais pas, au Québec, j'ai l'impression que l'immobilier, c'est comme super sexy, genre, c'est comme investir dans l'immobilier, genre. Puis c'est vraiment comme dans les traditions des gens, genre. Puis est-ce que tu connais, genre, les stats par rapport année par année, genre, c'est quoi le rendement d'une maison, mettons, versus, tu sais, Ben, non, c'est pas de l'argent perdu, tu investis dans ta maison, c'est sûr que c'est un bon investissement, tu sais, right? exact. Ben écoute, je suis 200% d'accord avec ce que tu viens de dire. Puis en plus, même que tu vas remarquer autour de toi, au Québec, quand on dit investir, souvent les gens font référence à l'immobilier. T'sais, ils font Ouais, même ouais. pas. C'est comme ils n'ont même pas besoin de dire investir en immobilier. Ils font juste dire j'ai investi. OK, tu as investi. Ouais. C'est comme si par défaut, c'est l'immobilier. Puis c'est pas banal. C'est pourquoi? Mais c'est parce que depuis 20 ans, l'immobilier, on n'a à peu près pas connu de récession immobilière. Donc, ça fait juste monter essentiellement. Donc, ça, je pense que ça nous donne un peu une image un petit peu tronquée, il y a un petit peu de distorsion parce que l'immobilier, historiquement, en Amérique du Nord, ça a eu des rendements qui suivent l'inflation plus 1 ou plus 2%. Ah Donc, ouais. c'est l'inflation puis un petit peu plus. Mais depuis une quinzaine d'années, c'est pas ça du tout. Depuis une quinzaine d'années, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, c'est peut-être 7-8%. Donc, on est à l'inflation avec pas mal plus. Moi, j'avais lu 5% qui disaient depuis les dernières années que c'était ça chaque année. Par contre, tu vois, il y en avait qui avaient essayé de calculer ça, puis c'était très difficile du fait que tu payes des taxes, tu payes justement les taxes, les frais d'entretien de ta maison ou de tes blocs. Donc, ils disaient que c'était extrêmement difficile d'avoir vraiment un chiffre exact, de dire, OK, c'est 5, c'est 6, c'est 8%. Donc, c'était difficile à calculer. Mais moi, je déteste cette guerre de la bourse ou l'immobilier. Je déteste ça. Les gens, ah, mais l'immobilier, c'est plus payant. Bah, écoute, va en immobilier, que je te dise. Tu sais, Ouais. Non. Ben, moi, mon avis par rapport à ça, c'est, bon, historiquement, quand on prend vraiment un recul, puis un exemple que je donne, que je mentionne dans le livre, que je peux citer ici pour donner un peu une ordre d'idée aux gens, c'est l'exemple de Warren Buffett, l'investisseur américain qui a 91 ans ou 92 ans, qui est encore actif. Lui a acheté sa maison à Omaha, au Nebraska, dans les années 50, je pense en 1958. Il a payé quelque chose comme 31 ou 32 000 $32 000. Ouais. Aujourd'hui, sa maison vaut 700 000. OK? Donc, de 30 000 à 700 000. Mais si le jour où il a acheté sa maison, dans les années 50, au lieu d'avoir pris son 30 000 puis de l'avoir mis sur sa maison, s'il l'avait mis dans les actions américaines, combien il y aurait aujourd'hui? 23 millions. What? OK? Damn! Donc, quand on prend un peu de recul, Crazy. l'immobilier, ça n'a aucun rapport avec ce que la bourse nous a donné comme rendement. Parce que 10% par année, c'est énorme sur 50 ans, 60 ans. Et donc, c'est pour ça que même quand Warren Buffett avait acheté sa maison, il avait même dit, c'est une folie que je fais d'acheter une maison parce que ce cash-là, il pourrait tellement être mieux investi. Mais bon, j'aime pas ça quand il me pleut sa tête, donc je m'achète une maison. Donc, c'est un peu ça son raisonnement. Mais moi, c'est un peu ça ce que j'applique dans ma vie. Tu sais, une maison, puis Jean-Sébastien Pilote le dit, c'est un endroit pour vivre. C'est un endroit pour, justement, là, élever ta famille ou whatever. Mais je ne vois pas ça comme une stratégie financière. S'il y a un gain en bout de ligne, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. Puis c'est vrai ce que tu mentionnais sur on oublie toujours aussi, je l'ai acheté tant, je l'ai vendu tant. Ouais, mais entre les deux, tu as payé de l'intérêt, tu as payé des taxes, tu as fait des rénovations. Écoute, il y a eu le coût d'opportunité aussi, c'est-à-dire l'argent que tu as mis sur ce placement-là, tu ne l'as pas mis ailleurs. Donc, tu renonces à un rendement, tout ça. Mais je suis d'accord avec vous, c'est très impopulaire d'avoir ce discours-là aujourd'hui parce que l'immobilier a connu un 15 ans qui est faramineux et donc personne n'a vraiment le goût d'entendre ça comme discours. Mais peut-être, je ne sais pas, les taux d'intérêt remontent actuellement, on va voir jusqu'où ils vont. Peut-être ça va refroidir un peu le marché immobilier, justement, là, parce que là, j'ai l'impression que les taux sont tellement bas que c'est comme si tu prenais le panier de basketball et tu le mettais à 1 mètre du sol. Tu sais, tout le monde est Michael Jordan, là, tu sais, mais remonte le panier de basket un petit peu, puis là, tout d'un coup, c'est un peu plus difficile. Donc, peut-être ça va avoir un effet. On ne sait pas. Moi, je me suis tellement trompé
en réfléchissant sur ce marché-là que je ne veux plus m'avancer, mais cela dit, je pense que les gens doivent comprendre que c'est bon de diversifier. Donc, oui, tu as une partie de tes actifs dans ta maison, dans ton condo ou quoi que ce soit, ou bien tu es locataire, il n'y a aucun problème avec ça, mais il faut quand même avoir des placements financiers qui, historiquement, nous ont donné de bien meilleurs rendements et qu'on peut vendre en 2 secondes, qui sont à l'abri de l'impôt. Donc, il y a toutes sortes d'avantages là, à avoir ça, parce que tu peux avoir une immense maison puis être super serré à la fin du mois, tu sais, parce que ta maison prend tout ton revenu, tu sais. Donc, c'est pas nécessairement souhaitable non plus. Là, mais c'est ça, c'est fou parce que, tu sais, les jeunes, souvent, moi et Simon, tu sais, c'est des secondaires 4, 5, puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui sont dans la vingtaine, début trentaine, tu sais, puis souvent, le rêve, c'est quand même je veux commencer puis avoir un triplex, tu sais, puis là, monter des portes, des trucs comme ça. Tu sais, quand tu as 18, 20, 22, peu importe, tu sais, à mes yeux, on est jeune pendant longtemps, tu sais. Dans un CELI, là, tu max out ton CELI, au lieu de mettre ton cash down là, de 20, 30 000, là, tu mets ça dans un CELI, genre, à 20, 25 ans, là. Hey, c'est littéralement, après comme 20, 30, 40 ans, là, c'est des millions non imposables, genre. Ah, mais ça, c'est capoté. Ça, moi, j'appelle ça c'est notre paradis fiscal personnel, tu sais. Parce que CELI, surtout quand tu es jeune, le CELI, ça devrait être ton premier choix parce que le REER, c'est un remboursement d'impôt. OK, great, mais tu ne fais presque pas d'argent, donc tu n'as pas vraiment avantage d'avoir un remboursement. Alors que ton CELI, ben, c'est ça, tout ce qui va croître dans ton CELI, ça va toujours être à toi, puis il n'y aura jamais d'impôt qui va passer là-dessus. Puis imagine même une personne qui vit à la retraite de son CELI. Aux yeux du gouvernement, quand elle fait son rapport d'impôt, cette personne-là, elle n'a aucun revenu. Ouais, c'est crazy. Il y a des aides, tu sais. Fait que là, tu as les aides du gouvernement, ils vont te garrocher de l'argent parce que, mon Dieu, tu as 65 ans et tu n'as pas de revenus. On va pas te laisser mourir dans la rue. Donc là, ils vont t'envoyer des chèques. Donc là, tu ne sauras plus quoi faire de ton argent. Bref, oui, tout à fait. Donc, c'est crazy parce que ça, tu sais, c'est 81 500 en ce moment. Puis là, ça va augmenter là, avec le. C'est 81 500 à la limite. Mais je n'ai jamais entendu personne dans ma vie, dans mon entourage, dire que moi, mon objectif, c'est de max out mon CELI au plus vite. Genre. Et je comprends mais c'est ça que tu devrais entendre. C'est ça. Puis je suis comme, est-ce que je suis fou? Je suis le seul. Tu sais, moi et Simon, on est les seuls à avoir. Ben, toi aussi, là, mais tu sais, on est très peu à avoir ce discours-là de genre, hey, tu sais, personne de mes amis me croit. Là, je suis comme, tout le monde pense à acheter des blocs. Tout, je suis comme, tu sais, tu pourrais peut-être essayer de juste comme max out ton CELI genre maintenant. Là, right? Oui, puis tu n'as ou pas même besoin d'accéder des blogs, tu sais. Il y en a plein aussi, c'est trop beau pour être vrai. Nous, on a des publications Facebook qui sont très populaires où on a vraiment des milliers de likes. Puis les commentaires, c'est genre n'importe quoi, c'est bien trop beau pour être vrai. Puis je suis comme, non, je vous jure, on c'est a vrai. l'air, c'est ça, mais c'est bizarre au Québec, j'ai l'impression, parce que, admettons, la bourse, j'ai l'impression que c'est. Aux États-Unis, tu as vécu là-bas pendant un certain temps, tu pourras peut-être itérer là-dessus, mais j'ai l'impression qu'aux States, tu genre le marché boursier qui est comme connu, puis on dirait que c'est comme plus mainstream. Au Québec, j'ai l'impression qu'on est genre des aliens. On parle du marché boursier, puis les gens sont genre, c'est quoi, c'est une arnaque, genre? Ouais, c'est trop risqué. Arrête, ouais. c'est trop risqué. C'est bizarre. Je suis d'accord avec toi. Puis peut-être, je pense que des fois, peut-être le fait que j'ai vécu là-bas, que ça m'a un peu branché là-dessus. Peut-être que c'est là que ça m'a un peu sorti de mon. De ça. Mais oui, ici, comme le marché immobilier va très bien depuis très longtemps, ben, OK, nous, on connaît ça. J'ai un locataire qui me paye, puis j'ai quelque chose que je peux voir. Puis, tu sais, je pense que c'est. Sauf que ça vient avec un paquet de coûts associés à ça aussi, là, tu sais. Je veux dire, faut voir aussi la rentabilité, comme à Montréal. En tout cas, je sais que ce n'est pas un podcast immobilier, mais le loyer versus ce que ça coûte, les logements, les loyers, je ne sais pas comment les gens arrivent, ça ne doit même pas couvrir tout ce qu'ils ont mis là, dans leur triplex. Là, donc, peut-être ailleurs à Montréal, au Québec, peut-être les ratios sont plus intéressants, mais ici, c'est ça. Donc, quand on est jeune, peut-être qu'il y en a qui ont le goût d'être propriétaire puis de s'occuper des logements puis qui sont très manuels. Puis ça, je ne veux pas cracher là-dessus, mais il n'y a vraiment aucune honte à justement investir dans son CELI, de faire ses investissements de façon régulière. Et puis, sur le long terme, je serais curieux de voir là, dans 50 ans qui va être en avance. Moi, je pense que le CELI n'aura pas à rougir là, de ses performances.
Ouais, c'est fou parce que, tu sais, moi, personnellement, je suis dans ma mi-vingtaine. Puis pendant longtemps, j'ai contemplé genre l'investissement immobilier, tu sais. Puis à un moment donné, en rencontrant Simon, puis avec toutes les entrevues qu'on a faites, tu sais, c'est à un moment donné, tu te rends compte que, tu sais, il n'y en a pas une tonne de façons de faire de l'argent, là. C'est soit tu pars ta business, ton projet, soit tu investis ton argent ou tu augmentes ton taux d'épargne, tu sais. Mais réalistement parlant, à un moment donné, si on veut profiter de la vie, tu sais, notre but, c'est pas genre de se serrer la ceinture puis de comme se priver de tout, c'est poche, right? Mais après ça, tu es genre, OK, comment je peux faire pour augmenter mes revenus puis juste augmenter l'écart, là, tu sais, comme d'argent Exact. d'épargne. Puis après ça, c'est comme, pendant longtemps, j'étais genre, je visitais des blogs, puis là, j'étais comme, ah, OK, là, je calculais mon cash down, puis là, je suis genre, voici mon objectif. Mais maintenant, où ce que j'en suis rendu, c'est genre, je max out mon CELI, puis après ça, je checkerai là, si je veux faire l'investissement immobilier, mais genre, avant ça, je veux dire, je ne connais pas un plus grand retour sur investissement à part se partir en affaires, tu sais, que juste de max out son CELI, puis tout le monde, tous les Québécois peuvent faire, right? Et Genre, qui est aussi Tout à facile. fait. Tu sais, c'est quand même ultra facile. J'avais lu, c'est vraiment une joke, là, mais sur TikTok, il y en avait un qui avait fait des comparaisons entre la bourse et l'immobilier. Puis un gars lui a répondu oh, mais moi, la bourse ne m'appelle pas à 2 heures du matin pour déboucher les toilettes. Tu sais, c'était une blague, mais j'ai quand même trouvé comique. Tout à fait, tout à fait. Puis une des leçons dans mes deux livres, après avoir réfléchi à ça, puis ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est qu'on a souvent l'impression que la richesse, dans le fond, c'est quelque chose qui est. C'est comme un peu une carotte. On va vers une carotte. C'est comme si c'était extérieur à nous. C'est comme si les gens vont se dire ah, si seulement j'avais une meilleure job, là, je serais riche. Ou bien non, si seulement j'avais un gros bonus à la fin de l'année, ou là, je serais riche. Si je gagnais à la loterie, là, je serais riche. Il y a toujours une espèce de truc, c'est comme quoi la richesse est extérieure à nous, mais la richesse, c'est l'inverse. Ça commence avec l'argent qu'on a dans les mains aujourd'hui. Les gens vont dire ah, moi, j'ai 22 ans, je ne gagne pas beaucoup d'argent, je ne peux pas investir, je ne suis pas là. J'ai Mais pas assez. j'ai pas assez. Mais si tu as 50$ par mois, tu en as assez pour commencer. OK? Puis c'est avec l'argent que tu as dans tes mains aujourd'hui. OK? Puis cet argent-là, comment il va te rester dans les mains? Mais en faisant des choix. Comme par exemple, faire un souper pour ton ami, que c'est sa fête, faire ça dans un parc ou quoi que ce soit, faire une fête comme ça va coûter 10 fois moins cher qu'aller au restaurant. Puis ils allaient avoir autant de fun ou des soupers à la maison ou versus un brunch qui va coûter, je ne sais pas, 50$. Donc, moi, quand je vais justement, je vois des comportements autour de moi qui sont vraiment pas optimaux. Là, puis je me dis, OK, l'argent qui part là-dedans, là, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on donne notre argent à un autre, c'est de l'argent qui ne travaillera plus jamais pour nous. Hein? Puis beaucoup de gens donnent leur salaire, sont très généreux, donnent leur salaire à Bell, donnent leur salaire à Vidéotron, donnent leur salaire à Toyota, donnent leur salaire au bar du coin, au café du coin. Puis tout le monde est content, mais il n'en reste plus. Donc, il faut voir son salaire comme, il faut le protéger dans le fond. Il faut trouver une façon de protéger son argent, tout en ayant du fun, puis en ne mangeant pas du gruau 3 fois par jour juste pour sauver de l'argent. Mais il y a moyen, le restaurant, par exemple, si c'est quelque chose qui est vu comme une sortie qui est rare puis que tu apprécies quand tu y vas, ben c'est génial. Mais si c'est vu comme quelque chose que tu fais parce que c'est samedi, ah ben là, il y a un problème, parce que même ton bénéfice que tu vas en tirer va diminuer avec le temps. C'est plus aussi le fun à la 150e fois que la première fois. Ben, bref, donc, il y a plein de petites façons de modifier là, ces dépenses, puis que les gens, mais c'est ça, il faut vraiment commencer avec 50$. Moi, quand j'ai commencé à investir, je pense je me demande si c'est 25 ou 50$ par mois que j'avais investi. Donc, tu sais, il n'y a pas de petit montant. C'est vraiment, le truc, c'est de commencer, puis de ne pas arrêter, puis de ne pas se laisser faire avec les crises. Et puis sur le long terme, quand vous allez être vieux comme moi, bien, vous allez être content de vos choix. Oui. Puis c'est fou pareil parce que bon, je commence à avoir quelques side projects. Puis par exemple, j'ai une dizaine de machines distributrices. Puis quand tu commences à avoir infinity de quelque chose, tu n'as vraiment plus aucun crave. Là, comme mettons, dans l'entrepôt, genre, on a des centaines de genre O. Henry, right? Ou whatever, mais comme t'en veux plus quand t'en as des centaines puis des milliers. Genre, t'en as juste aucune envie. Fait que, je sais pas, je trouve ça quand même étrange, notre relation avec l'argent, on est comme
on en veut ou on veut essayer d'en épargner et tout, mais au bout du compte, si tu n'es pas capable dans ce moment, genre, apprécier comme ton lifestyle, il n'y a pas, genre, oui, ça va t'aider, genre, tu vas vivre un peu mieux, mais il y a une limite, genre, tu sais, il faut que tu apprennes quand même à, genre, aimer ta vie, genre, en ce moment, puis essayer de, genre, t'enrichir rapidement si tu veux faire plus de trucs, mais je trouve ça drôle quand même, la relation entre, genre, tu sais, souvent, on se fait dire, ouais, mais moi, je ne veux pas investir, je veux vivre le moment présent, genre. Puis là, tu es comme le moment présent, puis tu genre les dépenses, puis on dirait que, je ne sais pas, peut-être qu'en général, ou c'est peut-être juste anecdotique, mais j'ai l'impression que c'est difficilement dissociable au Québec. Puis c'est peut-être parce qu'on est bombardé de messages de genre dépenser pour être heureux, ou des trucs de Ben même. oui, ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, changer mon auto. Puis, tu sais, je veux dire, dans la vie, moi, j'ai 40, je vais avoir 45 ans bientôt. Puis donc, tu sais, j'ai commencé à la presse à 25 ans, mais j'ai vu autour de moi des amis, des collègues, tout ça. Mais quand ton salaire augmente, tes dépenses augmentent. Donc, tu n'es pas plus riche. Tu n'es pas plus riche, là. Donc, oui, ton salaire, wow, il a triplé par rapport à ce que tu faisais il y a 20 ans, mais tu es aussi serré à la fin du mois, puis tu as autant besoin d'aller travailler lundi matin, même si ça ne te tente pas, parce que tes dépenses ont suivi la hausse de tes revenus. Donc, c'est vraiment un piège qui guette, puis c'est vraiment insidieux. Ça arrive du jour au lendemain. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça fait juste comme ah ben, il faut que je change mon auto. Ah ben, il faut que j'aille magasiner. Ah ben, il faut que je... Et puis finalement, il ne t'en reste pas plus qu'avant. Donc, la façon de contrer ça, c'est vraiment d'être conscient dans nos choix. Puis, oui, tout sauver son salaire, c'est extrême, mais tout dépenser son salaire, c'est extrême aussi, mais c'est devenu la norme, malheureusement. Ouais. Alors, la norme est à l'extrême. Alors, moi, je milite un peu pour qu'on ramène un peu l'aiguille. Là, si tu ne sauves pas 15 ou 20 de ton salaire, là, pose-toi des questions. Là. Moi, la façon dont je le vois dans ma tête, c'est je travaille 5 jours par semaine, mais il y en a 4 de ces 5 jours-là qui vont à ma consommation actuelle de tous les jours, mes dépenses courantes. Puis la 5e journée est pour moi. Donc, je sauve comme ça 20 de mon salaire sans même me poser de questions. Parce que quand je le vois comme ça, je trouve ça pas du tout extrême. Je travaille 4 journées, je dépense 4 journées, puis la 5e, je l'investis en banque. Mais j'aime ça. Quelqu'un qui fait ça, ça veut dire que tout d'un coup, il met 20 de ses revenus de côté. Ça le place dans l'espèce de peloton de tête des épargnants du Québec ou du Canada. Le point, en ce moment, j'ai les stats devant moi, le taux d'épargne moyen des Canadiens. Oublions dans le fond l'année de la COVID parce que ça a augmenté en flèche parce que personne ne pouvait dépenser, right? Tout était fermé. Mais genre, en moyenne, c'est entre 2 à 2,5 %. Le taux d'épargne moyen des Canadiens. Là. Depuis, c'est basé depuis 25 ans, genre, en moyenne. Ça, moi, j'ai hâte de voir dans 20-30 ans. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va être. Ces gens-là qui ont ce discours ultra moqueur des gens comme nous, qui sont quand même, on le dit souvent avec Hubert, c'est comme si tu épargnes. Moi, j'épargne beaucoup de mon salaire aussi. Je suis environ à 30-40% des fois. Puis c'est quand même, mais tu profites pas de la vie. Bah si, je profite de la vie. J'ai pas l'impression que je me prive de quoi que ce soit. Là. Mais c'est quand même comme tu disais, les restos, c'est encore mieux d'aller au resto quand il vaut une fois de temps en temps plutôt que d'y aller à chaque semaine ou à chaque jour. Il n'y a rien dans le frigo, il faut que je commande du sushi, mais non, prévois le coup, fais-toi des choses, congèle-toi des choses, comme ça peut te servir dans les journées parce que tu fais venir du sushi, 2 heures après, tu t'en souviendras même plus, puis c'est de l'argent que tu vas avoir dépensé, c'est un 50$, c'est un 40$ qui ne travaillera plus jamais pour toi. Donc, les gens rient, faire mon café à la maison versus aller au Starbucks, c'est comme un peu un cliché là, de s'empêcher de vivre, mais je pense qu'il faut comprendre ce qui nous rend heureux et puis vivre en conséquence. Il y a des exercices que les gens font des fois. Nommez 10 choses qui vous rendent heureux dans la vie. Dans votre vie, là, prenez un bout de papier, écrivez les 10 choses là, vraiment qui vous donnent du bonheur. OK? Puis la majorité du temps, les gens, ce qu'ils vont nommer, ça n'a rien à voir avec des dépenses. Ils ne vont pas nommer aller au restaurant manger des sushis. Ils vont parler de leurs amis, de leur famille, des marches, de se garder en forme, d'avoir du temps pour lire, du temps pour... Toutes les choses que je viens de dire, ça ne coûte rien. Là. OK? Ouais. Donc, arrêtez de penser que parce que vous sortez votre carte de crédit, là, votre bonheur, il fait ça, là. C'est pas vrai. Donc, il faut dissocier un peu ces deux composantes-là
qui sont la dépense puis le bonheur. Et une fois qu'on les a dissociés, bien, c'est beaucoup plus facile de départager les besoins puis les choses qui sont un peu farfelues. Tu sais, manger, faire l'épicerie, c'est nécessaire, mais plein de choses autour qu'on peut mieux gérer sans se priver puis sans baisser le niveau de bonheur. Donc, tu sais, je vais donner un exemple. Si vous tripez sur les voitures puis ça vous fait capoter puis vous voulez une Tesla ou je ne sais pas quoi, bien, allez sur Turo, tu sais, connais-tu ça, Turo? C'est comme le Airbnb des voitures. OK, tu peux louer une Mercedes, une BMW pour un week-end, ça va te coûter 500$, 400$. Puis là, tu vas avoir un super beau week-end, tu vas te balader, tu vas faire ce que tu veux. Tu prendras des photos. Tu prends des photos, fais-toi des selfies. Puis le dimanche soir, tu redonnes les clés, puis tu t'en vas, puis bye, ça ne te coûte plus rien. Alors là, tu as eu ton week-end, tu as trippé, tu es allé à Québec, tu es allé faire voir les arbres l'automne, je ne sais pas, dans un bed and breakfast, tu as eu du fun, mais tu n'as pas eu le coût de l'achat de cette voiture-là pendant 1 an à payer ou 1 an ou 2 ans, 3 ans. Donc, il y a moyen de faire des trucs comme ça puis d'apprécier ce qu'on fait. Tout en étant capable d'épargner puis d'avoir une liberté en bout de ligne. Parce que moi, je le vois autour de moi, les gens, tu sais, on gagne, je considère que je gagne un bon salaire, mais le nombre de gens autour de moi qui sont pris à la gorge, c'est hallucinant. Ce n'est pas parce que vous gagnez un bon salaire que vous allez avoir un sentiment de liberté, je vous le dis tout de suite. Gagner un bon salaire puis avoir des grosses dépenses, il n'y a pas de liberté qui vient avec ça. C'est des obligations, c'est des compte de carte de crédit qu'on n'est pas capable de payer à la fin du mois, que vous gagnez 40 000 ou 140 000, c'est la même chose. Donc, déjà en partant, si vous êtes capable de le comprendre puis d'éviter ce gros piège-là, bien, vous allez être beaucoup plus libre, vous allez avoir du temps pour vous, vous allez pouvoir prendre des vacances. Donc, vous allez être en meilleure posture que les gens qui gagnent autant que vous, mais qui n'ont pas fait ça. Ouais, c'est fou parce que... Excuse-moi, Hubert, j'ai beaucoup aimé le top 10 des choses à faire parce que quand tu l'as dit, je me suis mis à y penser. Puis j'étais comme, c'est vrai, c'est monter des projets, aller faire du jiu-jitsu avec ma famille, bien entendu. Puis j'étais comme, c'est vrai, qu'est-ce qui est vraiment à dépenser? Puis avec Hubert, on a écrit un petit e-book qui s'appelle L'épargne, le début de la richesse. Puis je l'ai en face de moi parce qu'on est en train de le faire imprimer. Puis une des phrases qu'on avait marquées, c'était « Sommes-nous nécessairement plus heureux ou des meilleures personnes parce que nous avons un nouveau bateau ou une nouvelle voiture ?» Puis c'était un peu ça, tu sais, ça te rend pas plus heureux d'avoir ça. Puis tu parles de grosses dépenses, puis Uber peut tellement signer en dessous de ce que je vais dire. On parle à beaucoup de monde. Grâce à Liberté 45, on a quand même une grosse communauté. Uber, le nombre de personnes qui nous écrivent qu'ils ont 55, 60 ans, qu'ils ont des gros salaires, puis qu'ils arrivent, qu'ils n'ont rien du tout. Parce qu'ils ont réhypothéqué leur maison. Ouais, mais attends, l'excuse, c'est « Ouais, mais Nicolas, je fais un gros salaire, donc je peux m'acheter ce bateau-là. Ouais, mais Nicolas, je fais un gros salaire, je peux bien m'acheter une Audi à 100 000. » C'est comme moi, mais t'as rien finalement. T'as pas de REER, t'as pas de CELI, puis tu t'es habitué d'avoir ce train de vie-là. Ça va être quoi quand tu vas avoir la moitié de ton salaire ou encore moins que la moitié? Ouais, c'est ça. Puis les gens aussi se font dire, là, il faut que tu travailles jusqu'à 75 ans pour pouvoir payer ta retraite. C'est pas souhaitable. Puis il ne faut pas oublier un autre concept aussi. Les riches, là, ils dépensent ce qu'ils dépensent par année, c'est une fraction de leur actif net. OK? Donc, si tout ce que tu dépenses, si tout ce que tu gagnes, tu le dépenses, ce n'est pas un comportement de riche que tu es en train d'avoir, c'est un comportement de pauvre que tu es en train d'avoir. OK? Mais tu n'as pas l'air pauvre parce que tu roules en belle voiture, puis tu vas dans les restos, puis tu voyages. Donc, l'œil autour de toi, les gens disent « Oh, lui, il est riche, lui, ça va bien, ses affaires. » Mais si tu dépenses chaque dollar que tu gagnes, c'est un comportement qui favorise la précarité et l'appauvrissement, bref. Donc, c'est vraiment intéressant de garder ça en tête. Les riches dépensent une fraction de ce qu'ils gagnent. Alors, c'est pour ça qu'ils sont riches. Ouais, il y a une question que je vais te poser aussi, tu sais, c'est qui les millionnaires dans le fond au Québec? Genre, right? Je pense que tu viens d'y répondre dans le fond, là, clairement. Oui, c'est ça. Donc, on a l'impression que les millionnaires, c'est ceux qui habitent à Westmount puis qui ont des grosses maisons. Mais ce que les chiffres nous disent, c'est que souvent, les gens qui ont ce genre de vie-là ont souvent des gros revenus, mais beaucoup de dettes attachées à ça. Puis sont vraiment loin de l'indépendance financière puis de la liberté. Alors que la majorité des millionnaires habitent dans des maisons de la classe moyenne, des quartiers de la classe moyenne, conduisent des Honda, des Toyota. Tu sais, la voiture aux États-Unis la plus populaire chez les millionnaires américains, c'est Toyota.
Ah OK? oui. C'est pas BMW, c'est pas Audi, c'est pas Land Rover. Je pense que c'est Alors, Toyota, Honda puis Lexus, le top 3. Là. exact. Exact. Donc, c'est des gens qui. Puis moi, je suis allé, dans mon premier livre, je suis allé interviewer ces gens-là au Québec, tu sais, puis c'est des gens qui habitent à Laval, Rosemont, Longueuil, Québec, des quartiers de la classe moyenne. Et c'est des gens qui voyagent, qui font une vie tout à fait normale, sauf qu'ils ont 45, 46 ans, puis ils ont 1 ou 2 millions de placés. Puis là, je suis comme, mais comment t'as fait? Puis là, ben, Ouais. c'est ça, c'est exactement ça qu'ils me répondent. Ils ont toujours gardé une distance entre leurs revenus et leurs dépenses. Puis ce coussin-là, ils l'ont investi. Alors, si tu fais ça pendant 15, 20, 25 ans, tu vas arriver dans un autre univers là, que personne connaît ou à peu près. Tu vas pouvoir. Là, les gens vont dire, ouais, mais là, t'es riche, mais c'est plate. Mais non, c'est parce que tu as une liberté. Si justement, tu veux travailler moins, mais tu peux te permettre de baisser tes heures. Si tu veux, je ne sais pas, moi, faire de l'aquarelle au lieu de courir pour avoir une deuxième job ou quoi que ce soit. Donc, tu as vraiment du temps pour faire du bénévolat, pour faire puis même si tu aimes ton job et tu veux continuer à travailler à temps plein, tant mieux, fais-le, mais tu vas avoir un immense privilège, c'est celui de pouvoir dire non. Alors, tu peux dire non à des choses qui ne t'intéressent pas, tu peux dire non à travailler le week-end ou à travailler sur des projets qui ne t'intéressent pas parce que toi, tu peux partir demain matin. Pourquoi? Parce que tu as une liberté que les autres n'ont pas, parce que les autres ont dépensé chaque dollar qu'ils gagnaient. Right. Alors, ça, je pense que c'est. Parce que les gens disent, ah oui, investir pour la retraite, c'est plate. Mais je comprends que c'est plate. Sauf que tu n'investis pas pour la retraite, tu investis pour tout ton chemin de vie, dans le fond. Tu vas avoir, si tu arrives une bad luck à 30 ans, à 35 ans, tu as besoin de 10 000 mais paf, tu l'as, tu le sors, tu le payes, c'est fini, au lieu de t'endetter et d'avoir une sorte de problème. Donc, moi, je le vois vraiment comme un plus. Là, c'est fou parce que quand tu y penses, tu es l'exemple parfait de ce que tu viens de dire parce que tu sais, j'imagine que dans ton domaine, il y a bien du monde qui aimerait ça avoir un livre, genre, right? Ou écrire un livre, genre. C'est quand même. Là, tu es hot, right? Puis c'est un super de bel accomplissement, mais je suis pas mal sûr que si tu étais serré à la ceinture, il faudrait que tu clock in de l'overtime, tu n'aurais pas le temps d'écrire ces livres-là. Là. Je vais te donner le meilleur exemple, c'est que depuis 2 ans, moi, je suis à 4 jours semaine à la presse. Right. Donc, j'ai réduit ma semaine de travail. Puis la 5e journée, j'ai écrit mon livre. Nice. Alors là, j'ai fait ça pour moi. Tu sais. Puis oui, il y a de l'argent qui vient en écrivant un livre, mais ce n'est pas du tout dans cette optique-là. Ouais, puis c'est juste parce que ça me permet de faire autre chose, de travailler sur des projets personnels cette 5e journée-là. Et donc, ça, c'est un peu nouveau, entre guillemets. Puis si je n'avais pas des placements, puis je n'étais pas près de la liberté, disons, jamais j'aurais pu faire ça. Ça aurait été un move d'extraterrestre, là, tu sais, parce que c'est sûr que je suis moins payé. Tu sais. Donc, je le vois autour de moi, les gens que j'ai parlé pour mon livre, c'est la même chose. Des gens deviennent consultants pour justement éviter de travailler dans des bureaux et tout. Donc, c'est vraiment, vraiment, tu es un extraterrestre parce que personne ne fait ça, mais tu en bénéficies là, beaucoup plus que tu aurais pu penser. Oui, puis j'aime ça pour je vais garder ça en tête, là, la 5e journée de ta semaine ou le lundi ou le vendredi, tu es genre, aujourd'hui, je travaille pour moi. Genre. C'est comme je vais me payer moi, puis le reste, j'aime ça parce que, tu sais, mettons les dépenses au bout du compte, je veux dire, moi, je ne veux pas critiquer, tu sais, peu importe ce que les gens aiment dépenser, achetez-le, ce qui vous rend heureux, genre faites-le, puis allez-y à 300%. Mais je trouve ça nice ce que tu as dit par rapport à genre, tu sais, le vendredi, je travaille pour moi, genre. La paye que j'ai, je la garde pour moi, puis genre. Pour tes projets, effectivement, c'est ça. Ouais, c'est super. C'est très. Il y a une vision en arrière de ça où c'est pas juste un exemple qui est tellement flou, c'est concret. C'est non, aujourd'hui, là, c'est à moi cette journée-là. C'est ça. Je suis un peu dans la même situation. Bon, Hubert le sait. Moi, je pars un nouveau gym au mois de mai. Ça prenait un investissement assez considérable. Ça coûte cher se partir un gym. Ben, je ne l'ai pas vu passer. Là. Ça prenait 25 000, on met 25 000, puis bon, c'était comme si de rien n'était. Puis je ne suis pas plus dans la merde parce que j'ai mis un 20-25 000 ailleurs. Là, je te dis, je ne l'ai même pas vu, ce 25 000. Pour moi, il n'y a rien changé dans ma vie. C'est tellement le fun, cet aspect de liberté de pouvoir faire ce que tu veux. Moi, c'est le meilleur sentiment ever, à part d'être père d'une petite fille. Mais le deuxième chose, c'est la liberté de dire je fais ce que je veux. Puis
sais, tu disais tantôt, j'ai aimé ça, de pouvoir dire non. J'aime pas ce projet-là, ça me tente pas. Non, ça me tente pas. Exact. C'est la meilleure affaire. Nick, pour terminer là, sur cette belle note, où est-ce qu'on peut en savoir plus sur toi et sur ce que tu as écrit? Ah, ben sur Twitter, moi je suis sur Twitter, donc je lis les messages. Je suis aussi sur LinkedIn, les gens m'écrivent, me posent des questions. Je suis plus sur Facebook, mais c'est ça. Donc ça, c'est les deux réseaux que je fréquente. Et puis les gens aussi peuvent me lire dans la presse. Voilà. Puis sinon, tes livres sont dispo chez Archambault, là? Archambault sont disponibles si vous voulez. En plus, pas les acheter, je vous encourage à aller à la bibliothèque si vous voulez sauver de l'argent. Ils sont même disponibles en format numérique. Vous pouvez les lire sur votre téléphone avec les bibliothèques. Et puis c'est ça. Je l'ai sur Kindle. Ouais. Nice. Gros merci, Nicolas, pour ton temps. C'était vraiment apprécié. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, si vous avez des questions, là, comme toujours, vous pouvez écrire à Nicolas ou sur liberté45.com. Il y a un petit chat Messenger, puis vous pouvez poser nos questions. Ça va nous faire plaisir là, d'y répondre. Donc, d'ici là, on se dit à la semaine prochaine. Bye.